tout le monde, cette vidéo est destinée aux étudiants en 5e année de médecine, module de néphrologie. Aujourd'hui, on va parler de l'hypertension artérielle et du rein. Devant une hypertension, il faut avoir d'abord comprendre l'importance de cette hypertension, quel est son retentissement sur les organes, quels sont les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Il faut essayer d'analyser les facteurs en faveur d'une HTA primitive ou secondaire. Et dans une autre vidéo, on va voir après les différents médicaments antihypertenseurs et quelles sont leurs indications en cas d'hypertension artérielle. Le rein jouera un rôle déterminant dans la régulation physiologique de la pression sanguine artérielle normale, dans les conditions physiologiques, aussi bien que dans les conditions physiopathologiques de l'hypertension. La pression artérielle sanguine est maintenue normale grâce à deux systèmes. D'abord, on a le système neurovégétatif qui a une régulation très rapide. Ce sont les systèmes neurosympathiques. Et on a une régulation à moyen et long terme qui va faire intervenir le rein. Le rein, il intervient par un contrôle de la balance sodée, c'est-à-dire l'excrétion de sodium et d'eau, et par le tonus vasomoteur. Le tonus vasomoteur des artérioles afférentes et efférentes, grâce au système rénine-angiotensine-aldostérone, grâce au système kinin-kallikreine et grâce aux prostaglandines et grâce au facteur natriurétique atrial. Le système rénine-angiotensine-aldostérone est une cascade de réactions qui permet de réguler la pression artérielle. Lorsque la pression artérielle s'abaisse, c'est-à-dire la systolique elle est inférieure à 100 mm de mercure, les reins libèrent une enzyme. Les reins libèrent une enzyme qu'on appelle l'arénine. L'arénine, dans la circulation sanguine, elle va cliver une protéine qu'on appelle une grosse protéine qu'on appelle l'angiotensinogène. L'angiotensinogène, elle va le fragmenter en angiotensine 1. L'un de ces fragments, l'angiotensine 1, est en fait relativement inactif. Celui-ci, il est fragmenté par une enzyme de conversion de l'angiotensine 1, le CA, qui est produite de manière ubiquitaire par l'endothélium pulmonaire et rénal. Le CA, l'un de ces fragments de l'angiotensine 1, c'est l'angiotensine 2, une hormone très active. L'angiotensine 2 provoque la constriction des parois musculaires des petites artères ou des artérioles. Donc, il va entraîner une vasoconstriction. Il déclenche aussi la sécrétion d'une hormone, l'aldostérone, qui est libérée par la corticosurrénale. La vasopressine, qui est une autre hormone, elle va être libérée par la neurohypophyse grâce aussi à la stimulation de l'angiotensine 2. L'aldostérone et la vasopressine, l'ADH, vont entraîner l'excrétion, provoquent une rétention de sodium et donc également aussi une excrétion de potassium par les reins. Le sodium provoque lui-même aussi une rétention aqueuse, augmentant ainsi le volume sanguin et la pression artérielle. Donc, l'angiotensine 2, il a aussi une action sur le système neuroadrénergique, sur le système catécholaminergique. Donc, il exerce, comment il doit agir sur le rein? Il va entraîner des effets spécifiquement rénaux. Il diminue le débit sanguin rénal proportionnellement à la diminution du DFG. Donc, il va augmenter la fraction de filtration par effet vasoconstricteur plus important sur les artérioles efférentes que sur les artérioles afférentes. Donc, le système rénine-angiotensine est un système qui est très puissant pour réguler la pression artérielle et la balance sodée. Quand l'angiotensine entraîne une rétention hydrosodée, l'augmentation de la volémie, et donc il y aura une augmentation de la perfusion de l'appareil juxtaglomérulaire, il y aura un feedback négatif. Le feedback négatif va entraîner
l'arrêt de la production de rénine au niveau rénal, soit par effet direct, soit par effet secondaire à l'augmentation de la pression artérielle. Le système kininogène kallikrein-kinin est présent dans les cellules endothéliales musculaires lisses de la paroi vasculaire. Les kinines sont générées localement. Elles ont un effet vasodilatateur très important sur l'endothélium vasculaire. Cet effet est lié à l'activation du récepteur bêta-2 de la bradykinine au niveau de l'endothélium vasculaire. Bien sûr, cet effet est couplé à la production d'autres hormones vasodilatateurs tels que le NO, monoxyde d'azote, et la prostacycline. La kallikreine est également synthétisée en abondance dans le rein aussi, dans la partie terminale du tubule distal et la partie corticale du tubule collecteur. Donc, elle est libérée dans la circulation et dans l'interstitium péritubulaire. Le système kinine-kallikreine agit en concert avec le système rénine-angiotensine pour réguler le flux sanguin médulaire, comme l'excrétion urinaire de kallikreine quand on la retrouve dans les urines reflète sa synthèse normale par le rein. La bradykinine présente une action donc hypotensive importante par vasodilatation et aussi une action natriurétique intense par augmentation du flux sanguin rénal. Et donc, elle a aussi un effet tubulaire direct parce qu'elle va entraîner un effet natriurétique. Système rénine-angiotensine et kinine-kallikreine sont intimement liés. Pourquoi? Parce que l'enzyme de conversion qui transforme l'angiotensine 1 en angiotensine 2, c'est la même enzyme qu'on appelle kinase 2 qui assure l'inactivation de la bradykinine en peptide inactif. Les prostaglandines sont des acides gras polyinsaturés, donc c'est l'acide arachidonique, les prostaglandines sont synthétisées de manière ubiquitaire après une transformation par une phospholipase A2 et une cyclooxygénase, les COX. Donc, on aura plusieurs prostaglandines. Donc, les prostaglandines ont une vie très brève. Elles se dégradent très rapidement. Il y a deux types, soit des vasodilatateurs, soit des vasoconstricteurs. La prostaglandine E2 et la prostaglandine I2 sont vasodilatatrices et natriurétiques. Elles antagonisent donc l'action de l'ADH sur le tube collecteur et donc augmentent l'excrétion d'eau libre. Donc, elles inhibent l'action de la vasopressine. La prostaglandine F2-alpha favorise la vasoconstriction et donc elle est vasoconstrictrice. De la même manière, la thromboxane A2 aussi a un effet vasoconstricteur et pro-agrégant, c'est-à-dire elle augmente l'agrégation des plaquettes. On voit ici aussi que quand les prostaglandines I2 a un effet aussi anti-agrégant. Le facteur natriurétique atrial, un facteur qui est auriculaire, libéré par des cellules spécialisées qui sont les myocytes de l'oreillette droite quand elles sont très étirées. Donc, quand il y a une hypertension artérielle, le FAN est produit. L'ANP ou l'atriurétique natrial peptide, il est libéré quand la pression artérielle est élevée. Donc, son action, c'est d'abaisser la pression artérielle en inhibant la synthèse de rénine et de l'aldostérone au niveau de... Donc, il inhibe le système rénine-angiotensine. En même temps, il inhibe aussi la réabsorption automatiquement donc, de sodium et donc il inhibe la réabsorption de sodium au niveau rénal. En plus de ça, il a une action sur le cœur qui est anti-hypertrophique et antifibrotique. Et sur les vaisseaux, donc on a dit
qu'il est vasodilatateur. Et sur le tissu adipeux aussi, il peut entraîner une augmentation de la lipolyse. Le DFG reste longtemps préservé. Il ne commence à chuter que lorsque la pression ou le flux plasmatique rénal est réduit de 50%, c'est-à-dire il baisse de 600 à 300 ml par minute. La créatinine qui est liée directement au début de filtration rénale n'est pas un bon signe précurseur d'atteinte rénale puisqu'il ne s'abaisse le DFG que quand le FPR est abaissé de 50%. La fraction de filtration, qui est le DFG sur le flux plasmatique rénal, elle dépend de ces deux facteurs. Elle s'élève en tous les stades de l'hypertension artérielle. Quand elle s'élève, elle dénote d'une élévation anormale de la pression de filtration glomérulaire. Le DFG va augmenter afin de compenser la chute importante du flux plasmatique rénal. Donc, la circulation rénale est perturbée précocement dans l'HTA, quelle que soit son étiologie et quel que soit son stade. Le rein peut être coupable, c'est lui qui est à l'origine de l'hypertension artérielle, comme il peut être victime quand il subit les conséquences de l'hypertension systémique ou de l'hypertension essentielle. Donc, l'HTA, elle peut être primaire. Dans ce cas, c'est une HTA essentielle, c'est 90% des cas. Et elle peut être secondaire. Les HTA secondaires, il faut savoir qu'elles ne constituent que 5 à 10% des cas. Les HTA, quand elles sont secondaires, elles peuvent avoir des causes rénales, dans 4% des cas. Soit c'est des néphropathies parenchymateuses bilatérales ou unilatérales, ou bien quand c'est des néphropathies vasculaires. Elles peuvent être aussi des causes endocriniennes dans 1% des cas. Les causes endocriniennes, les hyperaldostéronismes, le syndrome de Cushing, le phéochromocytome, la coarctation de l'aorte, les syndromes des apnées du sommeil et certains médicaments. Elle peut être d'origine cardiovasculaire ou l'HTA peut être d'origine neurogène. Les néphropathies bilatérales évoluent vers l'insuffisance rénale, quelle que soit cette néphropathie, que ce soit une glomérulonéphrite chronique, une maladie de Berger ou néphropathie à dépôt d'IgA, ou bien une polykystose hépatorénale, ou bien une néphropathie tubulo-interstitielle chronique, ou bien une amylose. Dans tous les cas, la maladie évolue vers une insuffisance rénale chronique qui est reconnue par un tissu conjonctif qui se dépose sous la capsule rénale, par une atrophie corticale et par une inflammation des glomérules et des petits vaisseaux des reins dans le cas de glomérulonéphrite. Les manifestations cliniques sont généralement reconnues par la bandelette urinaire à la recherche d'une protéinurie ou d'une anomalie du sédiment urinaire immaturé. Il faut faire aussi un ionogramme sanguin pour rechercher une hypocalémie, une créatininémie pour voir la fonction rénale si elle est altérée, et une échographie rénale justement pour rechercher une atrophie rénale, qui est un signe de maladie rénale chronique. Dans tous les cas, l'HTA est le symptôme le plus important. Dans la polykystose rénale, on peut voir ici que les reins sont remplis de kystes complètement bourrés d'urine. C'est la polykystose hépatorénale qui est une maladie autosomique récessive. Dans toutes ces maladies, c'est la dégradation de la fonction rénale qui est un signe important d'atteinte rénale chronique. Les néphropathies parenchymateuses unilatérales, il y a deux types, soit l'hypoplasie rénale d'origine congénitale, c'est-à-dire à la naissance, elle est reconnue par une HTA, une protéinurie et le développement d'une insuffisance rénale. Le capital néphronique, il est très réduit dans le petit rein hypoplasique, donc le rein contralatéral va essayer de compenser en augmentant sa fonction. C'est ce qui entraîne une destruction progressive de cette fonction rénale du rein contralatéral. L'atrophie rénale unilatérale, on peut l'avoir dans les cas où il y a un obstacle lithiasique ou un cancer ou bien une obstruction
Dans ces cas-là, le rein va devenir atrophique rapidement et les signes d'atrophie rénale se manifestent toujours par une souffrance rénale, c'est-à-dire une protéinurie qui s'installe, une hypertension artérielle ou bien une insuffisance rénale. Les tumeurs sécrétantes de rénine, les tumeurs de l'appareil juxtaglomérulaire, sont des tumeurs aussi qui peuvent être donc unilatérales et qui entraînent un hyperréninisme primaire. Donc les signes de diagnostic sont l'hypertension, l'hypokaliémie et l'hyperaldostéronisme secondaire. L'HTA rénovasculaire. L'HTA rénovasculaire, les lésions d'une ou de deux artères rénales. Soit on a une lésion, une sténose d'une ou de deux artères rénales ou de leurs branches de bifurcation. Soit c'est d'origine athéromateuse, soit une origine de maladie qu'on appelle la fibrodysplasie rénale. L'athéromateuse, on la voit surtout chez l'homme de plus de la cinquantaine qui a plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, généralement associés, tabagique, l'obésité, d'autres facteurs bilan lipidique perturbé. Par contre, la fibrodysplasie rénale, on la voit surtout chez la jeune femme de moins de 30 ans et c'est des malformations congénitales des artères rénales en collier de perles. Regardez, il y a plusieurs sténoses qu'on voit ici sur les artères rénales et les branches de division. Donc, la sténose de l'artère rénale, on la voit quand? On la voit quand on a une HTA sévère ou bien on la suspecte devant une HTA résistante, une HTA qui s'aggrave rapidement. On examine l'abdomen on trouve au niveau lombaire un souffle lombaire. Ça, c'est en faveur d'une HTA rénovasculaire. Ou bien devant la découverte à l'échographie d'un petit rein. L'hématurie peut survenir quand il y a une douleur lombaire ou rupture d'une artériole, d'une artère. On peut avoir donc une hématurie macroscopique. Donc, le Doppler rénal, la scintigraphie au captopril sont c'est des examens qui vont nous orienter, qui vont nous confirmer cette sténose de l'artère rénale. Le traitement, il est surtout médical, une angioplastie avec ou sans stent. Quels sont les éléments lorsqu'on fait un traitement de cette sténose de l'artère rénale? On peut avoir des risques, néphrotoxicité de produits de contraste, une dissection, on peut avoir aussi une thrombose, ou bien une hémorragie, ou bien des emboles de cholestérol si c'est une maladie athéroembolique. Dans la majorité des cas, un tiers des résultats, on voit une amélioration de la sténose. Dans un tiers des cas, on voit une stabilisation. Et dans l'autre tiers, on voit une aggravation. L'HTA d'origine rénale par angiopathie, on peut avoir plusieurs. Soit c'est des vascularites primitives comme la périartérite, la polyangite microscopique, la granulomateuse avec polyangite, la granulomateuse éosinophilique avec polyangite, ou le Sjogren-Strauss, la sclérodermie et d'autres microangiopathies comme le syndrome hémolytique et urémique, ainsi que le purpura thrombotique thrombocytopénique. Regardez, dans ce cas, dans les maladies vascularites primitives, c'est le syndrome plumorénal qui prime. Il est associé à une glomérulonéphrite rapidement progressive ou à un syndrome néphritique avec une HTA et une insuffisance rénale, une protéinurie et une hématurie inconstante. Dans la maladie de Wegener, on voit la chondrite nasale qui est un signe important. Dans le Sjogren-Strauss, c'est une hyperéosinophilie avec une polyangite qu'on peut voir aussi sur le membre inférieur. La sclérodermie peut se manifester par une protéinurie, une HTA sévère, une HTA maligne, qui peut entraîner même une crise rénale sclérodermique. Les HTA secondaires, on y revient, donc on va parler maintenant des HTA d'origine endocrinienne. L'hyperaldostéronisme primaire. L'hyperaldostéronisme primaire, il est donc dans le cas de l'hyperaldostéronisme primaire, il y a une libération par l'hormone, par la médulorénale. Il y a une libération par la médulorénale d'une hormone qu'on appelle l'aldostérone. La production excessive d'aldostérone par la médulorénale entraîne
entraîne une réabsorption importante de sodium au niveau du tube contourné distal. Celle-ci est à l'origine d'une hypervolémie. Donc, quand il y a une hypervolémie qui va être secondaire, l'hypervolémie va stimuler la production de facteurs natriurétiques atrial par les oreillettes. Le facteur natriurétique va induire une diminution de la réabsorption de sodium au niveau du tube contourné proximal. Ce phénomène d'échappement explique la persistance de la natriurèse et l'absence d'œdème en cas d'hyperaldostéronisme primaire. Donc, augmentation de la production d'aldostérone entraîne une augmentation de la réabsorption de sodium et de l'élimination de potassium, d'où l'installation d'une hypocalémie dans l'hyperaldo primaire qui entraîne une inhibition de la sécrétion de rénine. C'est pour ça qu'on a une rénine basse chez les patients. Il y a aussi l'adénome de Kohn, qui sont les deux causes de l'hyperaldo primaire, soit l'adénome de Kohn, soit une hyperplasie bilatérale des surrénales. Dans l'hyperaldo primaire, donc, il y a les manifestations cliniques, d'abord l'hypertension artérielle et les signes d'hypokaliémie, qui sont les crampes, les paresthésies, les troubles d'arythmie cardiaque. Donc, on va voir aussi les troubles d'arythmie cardiaque et on va voir donc surtout une insuffisance rénale avec une dégradation de la fonction rénale. Dans l'hyperaldo primaire, dosage de rénine et l'aldostérone plasmatique on va voir donc un hyperaldostéronisme et une hyporéninisme. Ces dosages doivent être réalisés après arrêt des médicaments anti-aldostérone, qui est l'aldactone, au moins depuis 6 semaines, et par les autres traitements antihypertenseurs depuis au moins 15 jours. L'IRM et la scintigraphie surrénalienne vont nous donner le diagnostic. La prise en charge thérapeutique, c'est la supplémentation potassique, surtout en cas d'adénome, on peut donner le spironolactone ou l'aldactone, bien sûr. Et en cas d'hyperplasie congénitale, on peut donner l'aldactone ou l'éplérénone, qui est un antagoniste des récepteurs de l'aldostérone en cas où il y a une apparition de gynécomastie. Au niveau des cellules épithéliales rénales, l'activation du récepteur minéralocorticoïde par l'aldostérone entraîne une augmentation de l'expression du canal ENaC ou le canal sodium, la surface des cellules tubulaires rénales. L'ENaC, il forme un canal à travers la membrane des cellules épithéliales. Il permet le passage sélectif des ions de sodium des urines vers la lumière tubulaire. Vers les cellules. Le sodium, il est ensuite extrait des cellules par une NAK+ATPase qui maintient une concentration intracellulaire basse de sodium. C'est ce qui crée un gradient favorable à la réabsorption continue de sodium par le canal ENaC. Donc, la spironolactone, elle diminue quand elle va se fixer sur le facteur nucléaire, elle va diminuer l'expression de l'ENaC et par la même occasion, elle va donc elle va arrêter la réabsorption de sodium au niveau de la cellule et entraîne donc une baisse de l'activité de la NAK+ATPase. Donc, c'est ça qui explique l'hypercalémie. Tous les diurétiques anti-aldostérone et les apparentés agissent en bloquant la sécrétion urinaire de sodium via le canal ENaC. Donc, les anti-aldostérones ou la spironolactone antagonisent le récepteur de l'aldostérone par un mécanisme qui permet donc d'inhiber l'expression de l'ENaC. Les étiologies des autres facteurs, des autres causes d'hyperminéralocorticisme
minéralocorticisme sont surtout les maladies de Cushing. Donc, on peut avoir un adénome hypovisaire ACTH dépendant, comme on peut avoir un adénome surrénalien non ACTH dépendant, c'est-à-dire il est directement, il y a un adénome surrénalien au niveau de la fasciculée de la surrénale qui va sécréter en excès des glucocorticoïdes. On peut avoir un corticosurrénalant, comme on peut avoir une néoplasie extra-surrénalienne qui va donner donc un syndrome qui va libérer une ACTH-like qui va stimuler la synthèse des glycocorticoïdes au niveau de la couche réticulée de la corticosurrénale. Toutes ces causes vont entraîner une libération de glycocorticoïdes qui va entraîner des effets minéralocorticoïdes. La corticothérapie au long cours aussi permet d'entretenir donc cette action elle va faire la même action que donc les effets des glucocorticoïdes en long cours. La rétention rénale de sodium, l'augmentation de la sécrétion de cortisol va entraîner une rétention hydrosodée et une augmentation de la volémie, ce qui va entraîner une diminution de la sécrétion de rénine et du système rénine-angiotensine. C'est ça le mécanisme d'action des corticoïdes. Le phéochromocytome. Le phéochromocytome est une tumeur sécrétée, est une tumeur qui se développe aux dépens de la médulo-surrénale à partir de cellules chromatophines sécrétant de catécholamine. Donc, qu'est-ce qu'elle va, soit il peut être d'origine tumeur isolée, comme cette tumeur peut se développer dans le cadre d'une neuroendocrinopathie multiple, comme elle peut se développer dans le cadre d'une maladie de von Hippel-Lindau, et comme elle peut se voir aussi dans le cadre de neurofibromateuses de von Recklinghausen. C'est des maladies endocriniennes multiples. Et qui peuvent aussi donner, ces deux dernières peuvent aussi donner des atteintes rénales chroniques. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Les symptômes, on va avoir cliniquement les symptômes, la triade de Ménard, tachycardie, palpitations, sueur. L'HTA, elle est toujours là. On peut donc doser dans les urines ou dans le sang les méthanéphrines, qui sont les dérivés catécholaminergiques de l'adrénaline, de la noradrénaline. Ce sont les dérivés de méthanéphrine et norméthanéphrine. Le diagnostic, il peut être donc fait par l'IRM surrénalienne et la scintigraphie surrénalienne qui va nous montrer, comme ici, un phéochromocytome au niveau de la médulo-surrénale. La scintigraphie surrénalienne ou MIBG va nous essayer de nous confirmer s'il n'y a pas une localisation extra-surrénalienne du phéochromocytome. La coarctation de l'aorte. La coarctation de l'aorte, regardez, c'est une sténose au niveau post-ismique, au niveau de l'aorte, de l'aorte. Donc, on va avoir, elle peut se voir normalement chez l'enfant ou chez l'adolescent à un stade très précoce. Elle se manifeste par une abolition, une diminution des pouls fémoraux et une asymétrie tensionnelle entre les membres supérieurs et les membres inférieurs, c'est-à-dire hypertension artérielle dans les membres supérieurs et hypotension artérielle dans les membres inférieurs. Elle peut se voir aussi, se reconnaître quand on examine en cherchant un souffle systolique qui est latérosternal ou bien interscapulo-vertébral gauche. Donc, elle se manifeste quand elle devient chronique par un développement d'une circulation collatérale qui va entraîner des encoches au niveau des côtes, des encoches costales ou des érosions costales. Elle peut se voir ici dans une angio-IRM. On voit ici qu'il y a vraiment une sténose au niveau post-ismique avec une dilatation anévrismale post-sténotique. À l'ECG, elle se reconnaît aussi par une
HVG ou une hypertrophie du VG. Les corticoïdes, les médicaments que leur action antihypertensive. Certains médicaments ont une action certains médicaments ont une action hypertensive. Les corticoïdes ont une tendance à la rétention, hydrosodée. Donc, les corticoïdes ont une tendance à la rétention hydrosodée avec prise de poids, l'hypokaliémie et une hypertension artérielle. Tout cela est dû à un effet minéralocorticoïde résiduel qui peut varier selon les différents produits corticoïdes. Les anti-inflammatoires antistéroïdiens, non stéroïdiens, inhibent les prostaglandines rénales. Ceci peut conduire à une baisse du flux sanguin rénal et de la filtration glomérulaire. On peut voir souvent des nécroses tubulaires aiguës ou des IRA parenchymateuses par effet toxique direct des AINS. Les œstrogènes agissent par stimulation du système rénine-angiotensine. Ils augmentent la synthèse hépatique d'angiotensinogènes, donc effet vasoconstriction probable. Plus le progestatif dans la pilule est dosé, plus son action risque d'être néfaste. C'est un effet de progestatif qui est anti-natriurétique. Donc, il augmente encore plus l'effet de l'HTA. L'ergotamine des dérivés d'ergotamine sont utilisés dans le traitement des migraines. Ils entraînent une diminution de la vasodilatation induite par le déficit en sérotonine. Donc, on peut avoir une HTA dans ces médicaments par une diminution de la vasodilatation. D'autres médicaments tels que les sympathicomimétiques. Les sympathicomimétiques entraînent des palpitations, entraînent une tachycardie, peuvent entraîner certains cas où il y a un surdosage d'utilisation nasale de ces médicaments, d'un infarctus, du myocarde, d'une hypertension artérielle. La cyclosporine augmente. La cyclosporine ou bien le tacrolimus sont des anticalcinurines. Les anticalcinurines peuvent avoir une augmentation de synthèse d'endothéline et thromboxane A2, donc action vasoconstrictrice, avec hypoperfusion rénale, donc par vasoconstriction. La cyclosporine peut entraîner aussi des néphrites tubulaires interstitielles par effet toxique direct, ou bien des microangiopathies thrombotiques, donc entraînant des insuffisances rénales vasculaires. La réglisse est un médicament qui peut avoir un effet hypertenseur par un mécanisme qu'on appelle un pseudo-hyperaldostéronisme. C'est-à-dire, elle peut entraîner une hypokaliémie. Si elle est sévère, elle provoque donc cette hypokaliémie des troubles du rythme cardiaque. La néphrotoxicité de la réglisse est importante quand elle est prise de manière très très importante. Le rein peut être victime. Alors, quand est-ce que le rein est victime? L'HTA, quelle que soit sa gravité et sa cause, est à l'origine de conséquences graves. Une altération de l'irrigation rénale, une ischémie des glomérules par néphroangiosclérose, une réduction du débit sanguin rénal, une perte progressive de l'adaptation à l'excrétion rénale. Donc, il y a un déficit ou une aggravation du déficit rénal, la glomérulosclérose qui va s'installer progressivement en cas d'HTA. La néphroangiosclérose commune ou bénigne, qu'est-ce que c'est? La néphroangiosclérose, ce sont les résultats de l'HTA systémique ou de l'HTA essentielle sur les organes. On va voir bien sûr, nous, ce qui nous concerne maintenant, c'est le rein. Dans la néphroangiosclérose commune, on va avoir un rétrécissement de la lumière artériolaire, de petites artères, mais l'ouverture, elle est toujours présente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une obstruction totale de la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une augmentation de la production d'une substance hyaline
de la libération d'une substance hyaline par la membrane basale glomérulaire, ce dépôt de substance hyaline va aller au niveau des petits vaisseaux et va se déposer au niveau de l'endothélium vasculaire. Donc, on aura une hyperplasie, une hyalinose sous-endothéliale. En même temps, il y aura une hypertrophie de la média et une hyperplasie des fibres musculaires de la média. C'est ce qui constitue l'artériosclérose hyaline de la néphroangiosclérose commune. L'HTA essentielle, elle peut, donc dans la néphroangiosclérose commune, on peut avoir les effets sur le rein d'une HTA essentielle, comme ça peut être les effets d'un diabète ou d'une néphropathie glomérulaire ou néphropathie parenchymateuse interstitielle chronique. Donc, comment on la suspecte? La néphroangiosclérose commune, quand on voit l'âge avancé supérieur à 60 ans chez la femme, supérieur à 50 ans chez l'homme, quand on voit que c'est une HTA qui se développe depuis longtemps, plus de 15 ans, quand on a d'autres lésions associées d'athérome, comme ici des lésions rétiniennes, on peut avoir aussi des lésions coronariennes. Quand on a une diminution modérée de la filtration glomérulaire, la protéinurie peut s'installer de manière inconstante, elle est modérée, et on a très peu de modification du sédiment urinaire. Et dans tous les cas, l'atrophie rénale, elle est progressive. C'est-à-dire que l'insuffisance rénale terminale, elle survient lentement dans le temps. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir donc l'atrophie corticale. On voit ici que le cortex, comment il est atrophié par rapport au rein normal. On peut avoir aussi un aspect très spécifique qu'on appelle l'aspect granulaire. L'aspect granulaire, c'est quoi? C'est l'aspect macroscopique de la surface corticale dans la néphroangiosclérose bénigne. Cet aspect granulaire fin de la surface montre que c'est en faveur d'une destruction, d'une perte de la masse due principalement à la cicatrisation et au rétrécissement des petits vaisseaux corticaux. La néphroangiosclérose maligne, elle est reconnue par quoi? Elle est reconnue par cet aspect d'apparence qu'on voit ici. Cet aspect d'apparence, c'est un rein qui est ponctué de petits points qu'on appelle l'aspect phlébitaine. L'aspect phlébitaine, ça veut dire c'est un aspect punctiforme. Qu'est-ce qui se passe dans cette HTA, dans l'HTA maligne? L'HTA maligne, elle se voit quand il y a une HTA accélérée de manière aiguë, par des lésions artériolaires qui surviennent de manière aiguë. Lors cette HTA accélérée, elle va entraîner une diminution de la taille des reins. Ça peut entraîner des hémorragies pétéchiales ponctuelles au niveau des reins sur la surface corticale par rupture des artérioles ou des capillaires glomérulaires. Et donc, on a cet aspect ponctué qu'on appelle en piqûre de puce. C'est un aspect qu'on appelle phlébitaine. Sur le plan clinique, l'HTA, elle peut survenir de manière de nouveau. On va voir tout à l'heure quelles sont les différentes caractéristiques. Mais dans tous les cas, l'HTA, elle est très sévère. Généralement, elle est maligne quand la diastolique dépasse 12 cm de mercure. Un fond d'œil avec un œdème ou hémorragie rétinienne, des signes d'insuffisance cardiaque gauche, des signes d'insuffisance rénale rapidement progressive, une encéphalopathie hypertensive et même des signes de microangiopathie thrombotique avec apparition de schizocytes au frottis sanguin. Les causes de cette HTA maligne peuvent être donc une HTA bénigne qui a longtemps évolué et qui s'est aggravée brutalement, ou bien une HTA secondaire à une glomérulonéphrite chronique, ou bien à une néphropathie tubulo-interstitielle telle que le reflux urétéral, ou bien une maladie systémique telle que la sclérodermie. Donc,
qu'est-ce qu'on va avoir dans l'HTA, l'HTA Mali? On va avoir un aspect particulier qui est appelé une prolifération cellulaire et une obstruction de la lumière. Donc, on va avoir une nécrose fibrinoïde des parois artériolaires et même on va avoir des dépôts de fibrine et un aspect de microangiopathie thrombotique. Ici, on voit une oblitération totale d'une artériole par des dépôts de fibrine, donc une microangiopathie thrombotique artériolaire avec un aspect ici de nécrose fibrinoïde au niveau de l'intima, nécrose fibrinoïde de l'intima. Donc, dans l'HTA maligne, il y a un aspect de prolifération très important de l'intima, malgré l'augmentation de la média, mais c'est l'intima qui est important avec une obstruction presque totale de la lumière vasculaire. C'est ça qui la différencie avec l'HTA commune, la néphrangioschlérose commune. Ici, on a une oblitération presque totale, généralement, de la lumière vasculaire. La néphroangiosclérose, elle constitue une véritable urgence thérapeutique. On peut donc résumer les causes des lésions qui surviennent au niveau rénal. Soit c'est une HTA bénigne qui a longtemps progressé dans le temps, qui a entraîné des lésions des parois artériolaires de manière progressive, soit c'est une atteinte vasculaire de nouveau aiguë. Et dans ce cas, on peut avoir, comme dans la sclérodermie, avec la crise rénale sclérodermique, c'est des lésions aiguës. Donc, on peut avoir l'installation de lésions vasculaires rénales parenchymateuses, artériolaires, qui vont entraîner une augmentation de la perméabilité de la paroi endothéliale, de la membrane basale glomérulaire de l'endothélium. On peut avoir une augmentation de la perméabilité qui entraîne des dépôts, donc des dépôts hyalins. On peut avoir donc une mort des cellules de la paroi vasculaire de l'intima qui va entraîner une nécrose fibrinoïde et qui va aller transgresser la média pour aller au niveau de l'adventice. Ça va former des lésions de nécrose fibrinoïde. On peut aussi avoir des dépôts plaquettaires et une thrombose intravasculaire, des microthromboses qu'on appelle la microangiopathie thrombotique. Tous ces signes-là, toutes ces lésions rénales vont entraîner une ischémie glomérulaire progressive, entraînant une insuffisance rénale progressive. Le traitement de l'HTA maligne est une urgence, véritable urgence médicale, car elle nécessite la mise en place d'un traitement antihypertenseur agressif et rapide pour prévenir le développement de lésions rénales irréversibles, c'est-à-dire l'insuffisance rénale terminale. Le pronostic. Avant l'introduction des médicaments antihypertenseurs actuels, l'hypertension était associée à un taux de mortalité de 50% dans les 3 mois qui suivent le diagnostic. Actuellement, avec l'installation du traitement qui est plus précoce, environ 75% des patients survivent 5 ans après la crise rénale et 50% survivent avec une restauration de la fonction rénale qui est tout à fait normale avant la crise. Et je vous remercie pour votre attention.